Abeille, quand fait le miel, va chercher jeunes fleurs et non vieux fruits. Ce sont deux messieurs qui viennent vous chercher pour vous emmener à la fac. Et ça continue. Excuse-moi, Dan, c'est pas de ma faute, moi je leur ai rien demandé, hein. Ouais, je sais, allez, c'est pas la peine de t'excuser. Alors, lequel je renvoie, mademoiselle Lola? Bah, je sais pas, moi. Dans la vie, il y a des séries qui ont de l'audace et il y a Le miel et les abeilles. Diffusée dans les années 90, cette sitcom française a bercé l'adolescence de certains et certaines. Et surtout, traumatisé le bon goût des autres. Aujourd'hui, je te propose de replonger dans le tout premier épisode et de voir si cette série a gardé tout son piquant, ou si elle s'est transformée en vieille ruche désertée. La fin des années 80 et le début des années 90 resteront à jamais gravés dans l'histoire télévisuelle française comme une époque sombre, marquée au fer rouge par une industrie du divertissement en roue libre. Derrière cette période de chaos, un seul nom, AB Productions. Cette merde. Initialement spécialisée dans la production de disques et de spectacles pour enfants, cette société va, avec la complicité de TF1, développer son offre pour infiltrer sournoisement nos écrans. Résultat, elle produit le Club Dorothée, qui explose l'audimat et développe en son sein une première œuvre culte, Salut les musclés. Ça va, on a compris. À partir de cet instant, plus rien ne sera comme avant. Comme une traînée de poudre, les sitcoms à la française signés AB Productions envahissent le petit écran, laissant une trace indélébile dans l'histoire des fictions françaises. Elles ont marqué l'esprit des jeunes des années 90 et je suis sûr que tu te souviens de certaines d'entre elles. Hélène et les garçons, Premier baiser, Les filles d'à côté, Les années fac, Le collège des cœurs brisés, La philo selon fil et tant d'autres joyaux télévisuels au scénario aussi dense qu'une publicité pour lessive ou autre détachant miracle. Qui c'est qui va encore stopper la lessive? C'est Marie-Thérèse. Pour tout ça, on peut remercier deux hommes, Jean-Luc Azoulay et Claude Berda. Messieurs, merci. Merci d'avoir bercé notre jeunesse avec vos récits d'une profondeur abyssale. Merci d'avoir permis aux adolescentes de complexer sur leur physique et aux ados prépubères de fantasmer sur des actrices trentenaires censées incarner des lycéennes. Bon, cette question d'âge est également valable pour des séries américaines, n'est-ce pas Dawson ? Quoi? Non? Et merci aussi d'avoir démontré qu'avec deux décors, un rire enregistré et des scénarios torchés sur un coin de table, il était possible de captiver toute une génération. Franchement, Bravo les gars, beau travail. et c'est ainsi qu'en 1992, au sommet de cette frénésie sérielle, naît Le miel et les abeilles. Et le pitch de départ de la série est assez simple, tu vas voir. Lola Garnier, une jeune étudiante qui vit avec son père divorcé, est tellement sublime qu'elle attire les garçons comme le miel attire les abeilles. 4 types la collent H24, ils sont amoureux transis, tandis que elle papillonne d'un flirt à un autre, sans jamais leur accorder plus qu'une amitié bienveillante. En clair, Lola est une belle allumeuse qui aime maintenir son petit harem sous perfusion émotionnelle. De leur côté, les 4 glands en manque de sexe passent leur temps à la stalker et à baver sur elle comme des chiens devant une bonne grosse saucisse juteuse. Je sais, cette image est assez dégueulasse. Ah, t'es dégueulasse! Plutôt que de l'accompagner à la BU, eux
il préférait lui mettre dans le... Ah, on me dit dans l'oreillette que ce passage n'a pas passé la censure. Oh, comme c'est bizarre. Toi, tu fermes ta gueule. Tu la fermes définitivement. Tu fermes ta gueule définitivement. Mais derrière cette façade d'innocence sirupeuse, le miel et les abeilles cachent un véritable univers étendu, que le Buffyverse ou même le MCU jalouserait presque. En effet, Lola n'est autre que la cousine de Justine et Hélène, respectivement héroïnes de Premier Baiser et Hélène et les garçons. Mais ce n'est pas tout. Justine est aussi la nièce de Framboisier, personnage clé de Salut les musclés. Et le père de Justine dans tout ça, eh bien lui, il est le cousin d'un personnage de la série Les Garçons de la plage. Et tout ce joli monde évolue dans le petit village de Brison-Saint-Innocent en Savoie. Charmant village connu pour sa base de loisirs, son château, sa chapelle du XIIIe siècle et ses sympathiques habitants où frères, sœurs, oncles, tantes et parents aiment à se retrouver chaque dimanche matin dans l'église pour s'adonner à des orgies familiales. Mais vous êtes malade. Déblatérer des calomnies de la sorte en salissant la religion de pauvres croyants. Oh, mon Dieu, sauvez l'âme de ce pécheur, si toutefois il en possède encore une. Oups, désolé Marie-Constance, je m'emballe parfois. D'autant plus que Brison-Saint-Innocent a l'air d'être un charmant petit village. Donc à tous les brisolins et brisolines qui passent par ici, toutes mes excuses. Je m'excuse, hein. Maintenant que le décor est planté, il est grand temps de découvrir si Le miel et les abeilles est un chef-d'œuvre télévisuel ou une aberration sérielle. Plongeons ensemble dans l'analyse du premier épisode. Installe-toi confortablement, car nous allons découvrir si Le miel et les abeilles mérite une place dans l'abécédaire des séries de merde. C'est parti. Ferme ta gueule, salope. L'épisode s'ouvre sur un merveilleux générique qui te donne de suite envie de prendre 15 Doliprane. C'est flashy, criard, agressif. Chaque image pique littéralement les yeux. Pourtant, ça semble vouloir nous dire « Regarde comme je suis une série trop fun et trop cool, avec tous ces jeunes qui rigolent et tout », alors qu'on a juste envie de mettre des tatanes à tout le monde et de fuir en courant. Fuyez, pauvre fou. Et puis, il y a la musique. Cette musique faite avec le clavier bon tant pis de ta cousine, sur lequel sont ajoutés des onomatopées. En gros, une musique qui aurait largement sa place dans le monde des titounis. Oui, je parle bien de cette chaîne YouTube qui torture les jeunes parents en leur injectant en boucle des comptines aux voix stridentes. Le souci, c'est que Le miel et les abeilles ne s'adresse pas aux bébés en pleine découverte du langage, mais bel et bien aux adolescents et jeunes adultes. Et là, il faut m'expliquer. Qui, sérieusement, pouvait écouter ce générique sans se sentir pris pour un gros débile? Même à 12 ans, t'avais déjà envie de casser ta télé. Heureusement que Mallory Nataf était là. Elle est bonne. C'est donc après 50 longues secondes de supplice auditif et visuel que le générique daigne enfin se terminer sur une image qui me glace encore le sang. Notre héroïne, Hilar, est entourée de 4 types qui semblent n'avoir qu'une seule obsession en tête. Oui, autant ne pas tourner autour du pot. Si Le miel et les abeilles se veut officiellement une série asexuée, il suffit d'ouvrir les yeux pour capter les sous-entendus bien gras qui transpirent chaque plan. Derrière cette façade innocente, on frôle la comédie romantique version il n'y a qu'un pas pour que ça parte en vrille à base de quéquettes et autres organes en fête. Et si c'est tout le monde à poil. Bon, passons à l'épisode. La première scène nous introduit Monsieur Garnier, incarné par Gérard Pinto, qui est autre que le père de Lola, notre héroïne. Et il y a aussi avec lui Jean-François, un jeune garçon interprété par Hervé Noël. Déjà, on situe bien les années 90, avec la déco de la maison, le papier peint, et évidemment les habits. Entre le peignoir multicolore du père et le gros pull cousu par Tata Simone de Jean-François, pas de doute, on sait où on a mis les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Non, Chuck, pas dans la gueule, dans les 90s. La discussion entre les deux hommes commence et au-delà du jeu d'acteur d'une justesse phénoménale, on est tout de suite pris à la gorge par un débat brûlant. Jean-François, du haut de son gros pull en laine, lâche une véritable bombe. Je suis journaliste, alors je reçois toute la presse. Ah, journaliste.
Bah pourquoi? Vous avez quelque chose contre les journalistes? Non, c'est-à-dire que... ils écrivent souvent n'importe quoi. Wow, quelle audace, quel engagement. On sent que le mec est un vrai rebelle. Lorenzo Lamas, t'as de la concurrence, mec. Salopard de rebelle. Jean-François, continue comme ça. Tu seras un futur éditorialiste de la dernière sur Radio Nova, qui sait. Ah bon? Mais oui, bien sûr, tout à fait. Mais il est con, celui-là. Bon, ce n'est pas tout. Après son coup d'éclat sur les médias, le mec pose ses baloches sur la table en annonçant qu'il attend Lola, sans que celle-ci soit au courant. Petit détail, il est déjà à l'intérieur de la maison. Alors, pardon, mais comment t'es rentré? Donc en plus d'être un type louche qui stalke sa camarade de fac, tu rentres par effraction chez les gens. Normal, tranquille, aucun souci. Le père, lui, bon joueur, tente alors un interrogatoire assez minable, à la limite du gênant, pour savoir comment ce Jean-François s'est incrusté chez lui. Ah ben si c'est un interrogatoire, qu'est-ce que t'attends pour faire monter des sandwichs et de la bière? Mauvaise nouvelle, Monsieur Garnier, qui est officiellement journaliste, a plutôt l'étoffe d'un journaliste spécialisé dans les résultats du foot, parce que son niveau d'investigation se situe quelque part entre le jeu Détective Charlie et un questionnaire de Mickey Magazine. Bon, tu me diras, c'est toujours mieux que BFM et CNews. Et puis cette scène, c'est long, ça s'étire, ça semble interminable. Les blagues ne font rire que le public enregistré. Ça fait 5 minutes que ça a commencé et je sens déjà mon âme quitter mon corps. Et alors qu'on pense avoir touché le fond, un deuxième prétendant débarque. Oh putain! Quelques heures plus tard, ou du moins c'est l'impression qu'on a tellement cette scène traîne en longueur, les deux prétendants sont toujours là. Pas juste là, non, ils sont installés, ils sont posés tranquillou dans le salon, comme s'ils venaient d'emménager. Le canapé est devenu leur nouveau territoire. On n'est pas bien? Si. Paisible? À la fraîche? Décontracté du gland? Et le père de Lola semble malgré tout avoir accepté son destin, celui de cohabiter avec deux glands en rut. Et pourtant, on sent qu'il est mal à l'aise. Il regarde ses squatteurs d'un œil inquiet, mais il ne fait rien. Pas un froncement de sourcil autoritaire, pas un mouvement vers la porte, rien. La soumission totale. Bon sang, mets-les dehors ces deux imbéciles. Dehors! Tout le monde sort de la maison. Vous allez foutre le camp, oui ou non? Pendant que les deux lourdeaux profitent du salon, le père de famille tente d'avoir une conversation privée au téléphone. Une conversation avec sa petite amie. Jusque-là, tout va bien, même si les deux zigotos gonflent sérieusement Antoine, le papa de Lola. Sauf que sa petite amie lui demande de l'appeler mon gros bébé d'amour. Je t'aime, mon gros bébé d'amour. Voilà. Voilà, tout est foutu. Top crédibilité, mec. Comment veux-tu qu'il te respecte après ça, les deux troufions qui squattent ton canapé? Mon gros bébé d'amour. Non mais mec, un peu de dignité. Alors un peu de dignité! Et évidemment, ça ne manque pas, les deux énergumènes ne laissent pas passer l'occasion. Après avoir écouté toute la conversation sans gêne, ils poussent l'insolence jusqu'à interroger le père sur sa vie privée. À ce stade, il n'y a qu'une seule solution rationnelle, mon cher Tonio. Les foutre dehors. Vous allez me foutre le camp, ouais! Mais visiblement, le daron a le charisme d'une endive bouillie, donc il se contente de subir en silence. Nouvelle scène, nouveau personnage. On accueille donc Mélanie, la femme de ménage de la famille Garnier, et, surprise, un troisième prétendant qui, contrairement aux deux autres, a eu la décence de ne pas s'imposer. Non, lui, il a choisi l'option « je poirote sous la pluie comme un clébard abandonné en attendant Lola ». Décidément, elle a beaucoup de succès, cette jeune fille. Je suis la plus belle sur Terre. À la place du père, j'investirai immédiatement dans des pièges à loups. L'épisode approche quand même les 10 minutes. Combien? Et il ne s'est toujours rien passé de trépidant. Le suspense est pourtant insoutenable. 3 trous du cul squattent un canapé en attendant une nana qui n'est toujours pas là, alors qu'elle est le personnage principal quand même, et qui n'est pas au courant qu'elle organise une soirée porte ouverte chez elle. Quant au père, que dire de lui? Il ne bouge pas d'un millimètre. Il pourrait poser une limite, exprimer un agacement, appeler les flics, les décapiter au katana. Je me demande si c'est vraiment nécessaire, toute cette violence. Non, il observe, il subit. Nouvelle arrivée, Anne, la petite amie du père. On se croirait dans un vaudeville, certes un mauvais vaudeville, mais un vaudeville quand même. Après s'être introduite, le choix des mots est important, auprès de Jean-François, Éric et Richard, nos 3 prétendants, Anne, incarnée par Brigitte Lazarou, affiche un enthousiasme débordant pour la jeunesse. Parce que, soyons honnêtes,
Si elle pouvait troquer le quadragénaire contre 3 petits jeunes bien frais, elle le ferait sans hésiter. J'aime les jeunes garçons, oui. Alors, je les traque pas à la sortie du lycée, mais je ne sais pourquoi, passé 30 ans, je ne les regarde même pas. Cette concupiscence animale, on la sent monter en toi, ma chère Anne. Quelle gourgandine tu fais. Mais mon enfant, vous voyez bien que c'est une pute. Retour dans le salon familial, où nos 3 Don Juan racontent leurs exploits en blagues pourries à la fac. Anne, les yeux pleins d'admiration, écoute avec attention et jubile lorsqu'elle apprend qu'ils ont mis de la colle sur la chaise de leur professeur. Mais dis donc, c'est une bande de sacrés garnements, une bande de fiefés coquins, j'irais même jusqu'à dire des têtes brûlées. Vous n'avez peur de rien, les mecs? Qu'est-ce qu'on doit se marrer avec vous alors? Non, vraiment? Ben non, bande de gros cons, vous êtes juste des débiles profonds. Ces mecs étaient débiles. Pendant ce temps, le père Garnier, planqué derrière son Figaro, et oui, on t'a reconnu, sale bourgeois avec ta servante, riche petit trou du cul, il laisse sa dulcinée s'extasier devant les bouffonneries de ces 3 clowns. Et on sent bien qu'Anne se laisse charmer. Oh oui, ça pouffe, ça glousse, ça rougit presque, il ne t'en faut pas beaucoup ma petite pour t'émoustiller. Il faut dire que la bande est redoutable et ils ont sorti le grand jeu. Vois un peu les interactions entre eux et Anne. Nous, on a mis de la colle sur la chaise du professeur. Oh là là, mais vous êtes tellement drôles et rebelles, les garçons. Je ne sais pas qui est le plus pathétique là-dedans, la bourgeoise de 40 ans ou les blaireaux de 20 piges. Ou peut-être moi qui les imite. T'es mauvais, t'es mauvais. Mais attention, Antoine aussi en a sous le capot. Et apparemment, c'est avec de telles anecdotes aussi dingues qu'Antoine a séduit Miss Anne. Pas peu fier, Monsieur Nounard alors son anecdote de lycée. Moi, j'avais enfermé le surveillant dans les toilettes. Mais quel foufou cet Antoine, un véritable bad boy du 16e. Durant l'anecdote, Anne a les yeux qui pétillent, elle est sous le charme, son gros bébé d'amour fait chavirer son cœur. Et honnêtement, c'est pas rassurant et pathétique. C'est pathétique. Et comme si ce n'était pas assez le cirque dans cette maison, voilà qu'arrive, roulement de tambour, un 4e prétendant. Et lui, il a une sacrée tête d'idiot du village. Ça ne m'étonnerait pas qu'on apprenne à la saison 2 qu'il est un cousin éloigné de Lola. Entre nous, il a le teint du patient zéro, celui qui a brisé les frontières de la consanguinité locale et certainement répandu son ADN dans tout Brison Saint-Innocent. Le sang des Garniers coule dans ses veines, et dans trop d'autres veines du coin, si tu vois ce que je veux dire. Dis qu'est-ce qu'il a, ton copain, il est idiot ou quoi? La gênance atteint son paroxysme dans la scène suivante. Si tu croyais qu'on ne pouvait pas descendre plus bas dans le malaise, détrompe-toi. On retrouve nos 4 mousquetaires puceaux attablés avec Anne et Antoine, ce dernier toujours otage de son propre salon. Je vois bien franchement depuis le début de l'épisode qu'il subit la situation. J'ai un peu pitié de lui. Mais à un moment donné, il faut se sortir les doigts du cul, reprendre le dessus et foutre les 4 pecnos dehors. Et on se sort les doigts du cul! Mon pauvre Antoine, tu subis, tu regardes, tu attends que ça passe, mais réalises-tu ce qu'ils veulent faire avec ta fille? Ta propre fille, bordel. Bordel de merde! Impensable pour moi. Je te promets qu'à ta place, les mecs, ils seraient déjà dans mon abri de jardin à rejouer la scène de The Human Centipede. Vous me faites peur tout d'un coup. En attendant, on continue cette torture narrative. Antoine boude parce qu'il voulait aller au cinéma avec Anne et qu'il se retrouve coincé dans sa propre maison. De son côté, Anne, eh bien elle glousse, ravie de passer la soirée avec les petits genoux. Quant à Mélanie, la servante, elle me fait chier. Elle met beaucoup trop de temps à servir sa satanée soupe aux choux et aux lardons. On s'en fout de sa soupe, sérieux, c'est beaucoup trop long. Et puis il y a les 4 fantastiques losers qui déclarent enfin officiellement leur flamme pour Lola devant Antoine et Anne. Et ils le font avec le soutien d'Anne, qui trouve ça trop mignon. Et elle se permet de dire « Mais chérie, tu ne comprends pas. Ils sont tous les 4 amoureux de Lola. Ils se disputent son cœur. » Non Anne, non, tu es bien trop crédule. Ils ont tous vu le numéro de sans-culotte de notre amie Mallory Nataf. Ils sont juste là pour vérifier si l'esthéticienne a bien fait son taf. C'est tout. What the fuck? Heureusement, cette scène interminable prend fin grâce à la sonnette. Objet intervenant tel un Deus ex machina pour nous sortir de ce marasme. Et qui daigne enfin débarquer? La star, la seule, l'unique Lola. Mais attention, surprise, elle n'est pas seule. Elle est accompagnée d'un type, encore un autre mec. Mais lui aura peut-être la chance d'avoir accès à la porte du jardin secret. Coucou. Le lendemain matin, nous retrouvons Lola et son père en plein concours de celui qui aura la robe de chambre la plus satinée. Et sans surprise,
C'est Antoine qui l'emporte haut la main. Il faut dire qu'il faut une sacrée confiance en soi pour porter un peignoir aussi chatoyant à 40 piges, sans craindre de se faire confondre avec un rideau de théâtre ou pire, un rideau de douche. Je te laisse aller voir les photos sur le site de la Crypto-série, tu vas bien te marrer. Mais trêve de bavardage, brisons les souvenirs doux et nostalgiques de celles et ceux qui croyaient que cette série était bien. Parce qu'il faut lâcher la vérité. Mallory Nataf joue ultra mal. Sa diction forcée, son non-verbal désastreux, son jeu de scène dans l'ensemble, un naufrage. Je vous le dis les mecs, c'est nul. C'est nul. C'est nul. Alors, la direction des actrices et acteurs, si toutefois il y en a une, y est certainement pour beaucoup. Je ne me permettrai pas non plus de simplement critiquer le travail des comédiens et comédiennes pour le plaisir. Qu'est-ce que c'est que cette musique horrible? On dirait qu'on égorge un porc. Et pour ne rien arranger dans tout ça, la série nous force à ingurgiter par pelletées des mièvreries dégoulinantes et mignonneries irréalistes entre un père et sa fille, et la servante. Vas-y pour le gros câlin à son papounet, et le câlin à la servante. Ah, tout cet amour, ça me donne envie de vomir. Ça vous ennuie si je vomis? Pour la scène suivante, la production fait exploser le budget avec un changement de lieu. On quitte le salon pour aller dans la cuisine. C'est de la folie, je te le dis. Cette série se permet des trucs de dingue. On se croirait dans un David Lynch bourré à la 8-6. Nous retrouvons donc Lola et son père au petit déjeuner. Et il ne se passe absolument rien. Ah, si, une histoire de pain perdu qui ne fait rire personne. Si, peut-être encore et toujours les rires enregistrés qui peinent à masquer le malaise absolu depuis le début de l'épisode. C'est alors que la sonnette retentit encore une fois. Enfin un peu d'action, espérons-le. Bah non, que nenni. C'est juste 2 nouveaux prétendants venus chercher Lola pour l'accompagner à la fac. Encore des mecs qui orbitent autour d'elle comme des mouches autour d'une merde. Finalement le voilà le titre de la série, La merde et les mouches. Ah, c'est bien trouvé ça. Oh, je suis fort. Pendant ce temps, le père continue de se faire materner, la bouche grande ouverte, pendant que Lola lui donne la béquée. Mec, t'as 40 piges, fais-toi tes tartines tout seul. Et voilà, c'est sur ça que l'épisode se termine. Donc, sur du vide, à l'image du reste de l'épisode. Quelle tristesse. Alors, ça valait le coup de revoir Le miel et les abeilles? Autant pour Tonnerre mécanique, j'étais plutôt nuancé. Autant avec Le miel et les abeilles, je le suis beaucoup moins. Revoir cet épisode est une véritable purge. En tout cas, ce fut le cas pour moi. Alors, peut-être y trouveras-tu un intérêt, par exemple si tu te considères comme un archéologue de la télé en quête de fossiles audiovisuels, ou si tu as un attachement tout particulier aux séries AB Productions. Ou encore si tu veux prouver scientifiquement que le vide peut être compressé en 26 minutes d'épisode. Mais entre nous, et en toute franchise, ce premier épisode, c'est du néant en barre. Alors je vais tout de même tenter de trouver quelques aspects positifs. En voici 3. La série est une capsule temporelle des années 90 et des relents des années 80, avec du kitsch et des fringues criardes, surtout la robe de chambre du père Antoine. Si tu regardes cet épisode, tu peux te dire que tu as survécu à une expérience extrême, ce qui n'est pas négligeable. Et enfin, Mallory Nataf a malgré tout un joli sourire. C'est maigre, mais on se console comme on peut. Quant aux points négatifs, alors là, il y en a foison. En voici quelques-uns. Un scénario aussi dense qu'un épisode de Dora l'exploratrice. Et encore, je pense pouvoir me cultiver bien plus avec Dora. Des personnages qui existent uniquement pour tourner autour de Lola comme des mouches autour d'une crotte. Bon, et encore, c'est le concept de la série. Mais quel concept de merde. Un humour douteux, servi avec des rires enregistrés. Bon, entre nous, il valait mieux qu'il soit enregistré. Imagine un peu le truc en live. On aurait entendu les mouches voler dans le public. Les mouches à merde, on y revient encore une fois. Curieuse coïncidence. Et enfin, une ambiance générale où tout le monde flirte avec tout le monde. C'est gênant et malsain. En résumé, Le miel et les abeilles n'est pas une comédie romantique pétillante, ni une série drôle, et encore moins une série dont on a envie de voir la suite. Est-ce que moi je vais continuer la série après ce pilote? Mais bien sûr que non. Sauf si un habitant de Brison-Saint-Innocent me le demande très gentiment.
Cet épisode entièrement dédié au pilote du miel et les abeilles s'achève ici. J'espère que ce format te plaît toujours. Pour rappel, j'avais déjà traité des séries comme Tonnerre Mécanique, Manimal, Sous le Soleil et Le Rebelle sur ce même principe. Je t'invite à venir me dire tout l'amour que tu as pour le miel et les abeilles ou toute la haine que tu as pour cette série sur le site de la Crypto-Série et sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok, Thread. Tu peux aussi retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur la chaîne YouTube de la Crypto-Série et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Je te donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, profite de la vie, méfie-toi des hommes en peignoir satiné et bisous.